Donc, je travaille à l'INRAP, effectivement. Je suis responsable d'une cellule qui regroupe les carpologues, donc les spécialistes des graines et des fruits, les anthracologues, spécialistes des charbons de bois, xylologues, spécialistes des bois. Il y a une malacologue aussi dans la cellule, donc qui est spécialiste des coquillages. Les coquillages donnent des informations sur le paysage et sur l'environnement végétal. Et aussi, je pense que j'ai oublié, une palynologue. Voilà. Donc, on est 17 rattachés maintenant à la direction scientifique et technique de l'INRAP et on est éparpillés partout sur le territoire. Voilà. Donc, moi, je suis spécialiste spécifiquement de la région Auvergne-Rhône-Alpes et effectivement, je travaille du néolithique jusqu'au Moyen-Âge. Alors, donc je vais vous présenter aujourd'hui l'agriculture et l'alimentation à l'Athènes, c'est-à-dire à la toute fin de la période gauloise, chez les Arvernes. Arvernes, c'est un peuple gaulois, alors je vais vous expliquer tout ça. Donc, c'est une présentation qui va se découper en deux. Donc, je présenterai les résultats dans les oppidats de Gergovie, Gondole et Coran. Et ensuite, l'agriculture au cours de la période gauloise, donc de l'Athènes ancienne à l'Athène finale, dans le bassin clermontois. Donc, c'est une présentation que j'ai préparée avec des collègues de l'INRAP qui ont fait des études carpologiques, mais aussi d'Archéodonome qui a fait l'étude donc Laurie Flotte qui a fait l'étude de Coran, et Yann Deberge qui est l'archéologue référent pour ces périodes-là en Auvergne-Rhône-Alpes, en Auvergne plutôt. Alors, je passe la diapo suivante. Donc, je disais, on est dans le peuple Arverne, donc qui est peuple gaulois. Alors là, une carte de répartition des peuples gaulois. Vous voyez, c'est à l'emplacement de l'Auvergne, au centre de la France, à côté de Clermont-Ferrand. Donc, c'est le peuple d'où était issu Vercingétorix, d'où l'affiche. Je me suis permis de proposer cet éminent personnage dans l'affiche. Alors ensuite, donc je vais vous présenter les oppidats de Gergovie, Coran et Gondole. Donc là, vous avez Gergovie, l'oppidat de Gergovie, qui a été occupé de 60 à moins 20, moins 60 à moins 20 après Jésus-Christ, à 20 après Jésus-Christ. Puis après, on voit le petit camp, un double fossé, le grand camp, les camps césariens, donc les camps romains. Et on arrive jusqu'à Gondole, qui est un autre oppida qui a été occupé pareil, à l'Athènes D, 60-30. Et ensuite, on continue de parcourir, on va vers le sud, on va vers les Martres de Verre. Et là, on atteint le troisième oppida, donc c'est vraiment un réseau de 3 oppidas. Donc de moins 120 à 60. Donc il y en a un, c'est plutôt un lieu de bataille, Gergovie, mais qui était aussi un lieu d'habitation, on va le voir. Gondole, c'était plutôt de l'artisanat, un peu pour caricaturer. Et Coran, c'était une grande ville, une ville avec des habitats, marchés, théâtres, etc. Je vais vous raconter l'histoire des oppidas de Gergovie, Coran et Gondole, une histoire en boucle. Donc, à l'Athènes, on va partir de l'Athènes C2, c'est-à-dire moins 200 à 100. Donc, le site de Gergovie était occupé dès le IIIe siècle avant notre ère. On l'appelait le domaine de Gergovia. C'était pas encore Gergovie tout à fait. Puis, on voit que l'enceinte de Coran est construite dans le 3e quart du 2e siècle avant notre ère. Et en plaine, donc parce que les oppidas sont en altitude, c'est une altitude toute limitée, mais en plaine, on avait à l'antenne moyenne, on avait le grand site, la grande occupation d'Olna, agglomération ouverte d'Olna, et donc en fait qui a été abandonné au profit des 3 oppidas. Donc l'abandon progressif du site d'Olna s'accompagne de l'expansion du plateau de Coran, notamment entre moins 100 et moins 75 avant Jésus-Christ. Puis, on arrive à l'Athènes D1, moins 100 à moins 75. Donc, le domaine de Gergovia n'est pas encore tout à fait défini. En revanche, Coran est bien établi et Gondole, on commence à entrevoir une occupation. Donc, entre le 2e et le 3e siècle avant Jésus-Christ, on a une densification des habitations, une mise en place d'un réseau délimité et des complexes villes fermes
avec complexe socio-économique important. Donc, la relation entre les sites majeurs devient complexe et associe de puissantes entités dans le bassin sud de la Limagne. On a, par exemple, tout au nord, le site d'Aigues-Perses, qui est un grand site aggloméré comme Olna. Et à partir du IIIe siècle avant Jésus-Christ, le climat de la Gaule s'adoucit sensiblement, qui permet donc l'accroissement de sites ruraux et de meilleurs rendements et un essor démographique. Donc, le peuple gaulois peut bien se développer. Et on l'observe d'ailleurs dans les diagrammes palynologiques, on observe que la forêt recule au profit des cultures et des prairies. Et les outils qu'on observe se perfectionnent. Les arères sont renforcés de socs métalliques, permettant une meilleure préparation de la terre. Et la plaine de Grande Limagne bénéficie de sols marneux, enrichis en cendres volcaniques. On les appelle les terres noires. Donc, c'est des sols qui sont très, très riches. Et la fertilité est tellement importante que c'est encore actuellement une plaine céréalière avec les grandes entreprises de céréales. Et donc, ça favorise l'installation d'établissements agricoles. Et au cœur de ce territoire, largement déboisé et drainé, de profonds fossés. Alors, les profonds fossés, on les observe par la géomorphologie. On les voit très bien. Et notamment, donc, on a parcouru la plaine de part en part, la plaine de la Limagne, notamment grâce au travail de l'INRAP, de l'archéologie préventive. Et on voit un ensemble de parcelles encloses, donc qui sont liées avec la production de céréales, légumineuses et pâturages. Et tout ça, c'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure. Je continue la petite histoire de ces trois oppidas. Donc, à l'Athènes D2A, c'est-à-dire moins 75, moins 50. Donc, les céramologues arrivent très, très bien à dater les périodes gauloises à 25 ans près. Donc, du coup, par là même, les prélèvements archéobotaniques sont très bien datés. Donc, la Grande Limagne présente une structure complexe de relations entre les oppidas de Coran, Gergovie et Gondol, qui là commence à être un peu plus installés. Donc, durant cette phase, Coran et Gondol sont occupés simultanément et probablement aussi le plateau de Gergovie. Donc, on est en cours de recherche sur Gergovie. Donc, on s'attend à être confirmé. Coran joue un rôle central dans le contrôle des voies terrestres et le passage de l'Allier jusqu'à l'Athènes D2A, puis à l'Athènes D2B, c'est-à-dire moins 50. Et c'est là tout le propos de la présentation. 52 avant, de moins 50 à moins 30. Coran décline après la guerre des Gaules et Gergovie et Gondol prennent le relais en termes d'importance politique. Puis après une période sans trace d'occupation, on voit un retour des habitats en plaine, notamment à Aigues-Perses et au sud de la Limagne, et la mise en place de la ville antique de Clermont-Ferrand, Augusto-Nemetum. Donc, période augustéenne, donc Clermont-Ferrand est fondé. Vous voyez les petites flèches, donc Coran, Gergovie et puis Augusto-Nemetum et Gondol. Et voilà, après, toutes ces oppidas disparaissent. Le plateau de Gergovie reste un peu occupé et le sanctuaire de Coran est, lui, reconstruit à la romaine. L'abondant du site d'Olna, donc pour conclure cette petite histoire en boucle, l'abandon du site d'Olna et des habitats ruraux voisins au IIe siècle avant notre ère reflète un effondrement systémique qui est aussi observé dans toute la Gaule. Alors, je ne sais pas si vous l'observez chez vous, mais dans l'Est, mais nous, en tout cas, Gaule et Centre-Gaule, on observe un effondrement systémique. Et ce phénomène est lié à des bouleversements politiques, militaires et au démantèlement, là, pour le coup, chez les Arvernes, de la puissance arverne. Alors, donc les sites que nous avons étudiés en carpologie donc sont les trois oppidas et les sites en plaine de Limagne, parce que c'est là qu'il y a l'activité économique et donc c'est là que l'INRAP intervient. Donc, on a étudié des sites de l'Athènes ancienne jusqu'à l'Athènes récente. On a étudié des agglomérations, des fermes et des oppidas. Alors, on va commencer par Gergovie. On va faire un focus sur Gergovie. Après, on fera un focus sur Coran et puis on finira par Gondol. Et après, je vous ferai une histoire diachronique de l'agriculture chez les Gaulois.
Donc, Gergovie est fouillé, ça fait 2 ans qu'on a repris un programme de fouille à la MSH de Clermont, donc avec connecté aussi à des fouilles préventives qu'on a sur le plateau de Gergovie. On a eu pas mal de fouilles préventives. Donc, on regroupe des compétences diverses, hein, comme souvent à l'INRAP. Donc, c'est une fouille programmée qui est menée par l'INRAP. C'est un cas d'école. Par l'INRAP et en conjointement avec la MSH, avec les archéologues de la MSH. Donc, le montage de cette fouille est assez inédit et démontre une collaboration importante entre universitaires et collègues du préventif. Donc, ce plateau est un lieu actuellement très fréquenté et connaît des usages divers. Alors, on y va le week-end pour faire du sport, se promener, faire des visites archéologiques aussi. On a un musée qui s'est mis en place récemment avec prochainement une expo sur l'alimentation. Et dernièrement, c'était une exposition sur les gergoviotes, mais ça, je vous expliquerai à la fin, parce qu'il y a l'université de Strasbourg dedans. Donc, les vestiges étaient recouverts d'une végétation. Donc, les vestiges qu'on a enlevés, ils étaient jusqu'à maintenant recouverts d'une végétation dense, épineuse. Et donc, le conseil départemental a tout coupé pour qu'on puisse revoir les vestiges. Donc, on a un plateau basaltique avec une combe, un espèce de creux qui traverse le plateau du nord au sud et des fortifications proto-historiques qu'on observe très bien au sud du plateau. Dans cette dépression, on a des accumulations sédimentaires importantes. On a une grosse accumulation sédimentaire qui nous permet, nous, du coup, de pouvoir faire de la stratigraphie et d'avoir des vestiges qui sont bien conservés. Donc, alors, pour les résultats archéobotaniques, vous voyez, donc là, c'est toutes les opérations qu'on a réalisées ces 3 dernières années. Donc, au niveau de Gergovie et d'Orsay, c'est la commune limitrophe. Donc, on voit qu'on a beaucoup de céréales. Donc, en jaune clair, c'est les céréales. Alors, c'est bien sûr les nombres de graines trouvées, c'est assez disparate. C'est pour ça que je me suis permis de faire un camembert général pour Gergovie. Donc, on voit des céréales. On observe aussi, donc, dans les céréales, parmi les céréales, j'ai pu identifier précisément de l'orge vêtue, du millet commun, du millet d'Italie, du froment, du blé nu, de l'épeautre. On a aussi un petit peu de fruits, donc de la noisette, du raisin et de la lentille. Donc voilà ce qui était consommé avec l'importance relative, ce qui était consommé sur le plateau de Gergovie, qu'on a observé aussi bien sur les camps césariens, dans les fossés militaires, que sur le site gaulois. Donc voilà, après on est en cours d'études, évidemment, c'est des choses qui sont en cours de travail, en cours d'études. On est en train de rendre les rapports INRAP là, pour les sites d'Orsay. Donc voilà, et donc j'ai étudié des sols, des remblais, des voies, des fossés militaires, des fours, des fosses, voilà. Donc on voit que là, rue du Camp Romain, c'est une rue qui porte très bien son nom, hein. On a une diversité importante, donc du millet, du blé, de la noisette, de la vesse, de la lentille. Et l'autre, dans le fossé militaire, donc la grande barre qui a livré à un ami un peu plus important, on a pas mal de lentilles, mais toujours une céréaliculture très importante. Donc alors moi, je peux pas dire en tant qu'archéologue si on avait des céréales cultivées à proximité du site ou si elles arrivaient de la plaine, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une consommation importante. Et j'ai quand même des enveloppes de céréales qui permettent de dire qu'il y a des traces de traitement des céréales sur place. Donc bon, il y a pas que de la consommation, il y a aussi du traitement. Donc on va passer à Coran. Alors Coran, donc le responsable de la fouille, c'est Mathieu Pou, et l'analyse a été réalisée par Laurie Flotte dans le cadre de son master sous la direction de Véronique Materne et la mienne.
Coran, c'est un vaste plateau, comme vous voyez la photo, là, volcanique, situé à une trentaine de kilomètres du sud-est de Clermont-Ferrand et qui abrite un oppidum gaulois qui est connu depuis fort longtemps, par les prospections notamment. L'équipe de fouille, l'équipe travaille depuis 2001 sur Coran, donc c'est quand même une fouille qui existe depuis longtemps, depuis plus de 20 ans. Donc, ils ont d'abord fouillé le sanctuaire. Donc là, vous avez les images reconstituées par Courju Productions. Donc, sanctuaire, place de marché, esplanade, hémicycle d'assemblée. Donc, c'est vraiment l'habitat gaulois, comme on l'imagine un peu dans les images d'Épinal. Donc, ils ont trouvé une dizaine d'unités à caractère domestique dans un parcellaire régulier. On voit bien le parcellaire qui est très régulier. On a dans le sanctuaire des gros blocs de basalte et dans l'habitat qui délimite les sols et les murets, des tranchées. On voit bien les tranchées, on voit bien les trous avec des négatifs d'implantation de poteaux, des cloisons en bois. Et alors, Coran est très connu pour ses secteurs jonchés d'amphores à vin importés d'Italie, mais vraiment jonchés d'amphores à vin. C'est pas une blague, hein. Donc, les fouilles dans le sanctuaire de 2001 à 2005, qui étaient dans une enceinte délimitée par une haute palissade en bois, implantée d'un profond fossé, donc c'était très lisible. Au 1er siècle, on a un espace sacré qui est remplacé par une galerie monumentale sur poteaux en bois. Et au début de l'époque romaine, ce que je vous disais tout à l'heure, il y a une colonnade en pierre. Les Romains se sont réappropriés ce sanctuaire. Donc, dans ce sanctuaire, toujours, on a 2 bâtiments rectangulaires au centre du péribole, entourés de fossés, de palissades en bois, avec des crânes et des mâchoires attachées en guirlande. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu les images du sanctuaire. On a des milliers d'ossements animaux et des tessons d'amphores. Ils ont trouvé aussi des ustensiles culinaires en métal, des chaudrons, des couteaux, des fourchettes. Donc, en fait, ça démontre une utilisation de tonnes de viande et d'hectolitres de vin consommés dans le cadre de banquets. Donc, on est vraiment dans le banquet gaulois, où on y a trouvé donc, des crânes humains, du cheval, du bœuf, des épées, des boucliers, donc avec un petit contexte un peu guerrier, des fibules, des perles en verre et en bronze, une figurine de sanglier, voilà. Donc, le rôle central du sanctuaire dans la vie religieuse, tout ça, ça montre un rôle central dans la vie religieuse, politique et économique des Arvernes. Ensuite, plus récemment, on a trouvé donc une place de marché avec un ensemble artisanal d'échoppes formé de 4 grandes halles accolées autour d'une cour centrale de 130 mètres carrés environ. Et en fait, c'est gaulois, mais ça évoque une architecture à la romaine, d'un marché romain, avec un macellum et ses boutiques attenantes, qui est le tabernae. Voilà. Donc voilà pour la présentation des données archéologiques de Coran. Et donc, pour la présentation des données carpologiques, donc ce qui nous intéresse, donc on voit qu'on a un camembert qui ressemble un peu au site de Gergovie, hein, donc une céréaliculture très importante. Toujours de la lentille chez les légumineuses, de la noisette, pas mal d'orge, donc un peu plus d'orge qu'à Gergovie d'ailleurs. Du millet aussi, le millet est un tout petit peu plus important. Et on a aussi du blé nu, du froment et de l'amidonnier. Donc voilà, donc là on a pu, avec l'Oriflotte, dans le cadre de son master, observer tout au cours de l'Athènes, parce qu'on avait les prélèvements qui étaient bien datés. Donc voilà, j'ai mis le détail des dates. Donc voilà pour Coran. Donc on va passer à la 3e oppida qui est moins connue que Coran et Gergovie, qui s'appelle Gondole, qui est moins connue mais pas inintéressante du tout, parce qu'à mon avis, pilier de cette société arverne, il est sur un endroit plus plat en fait. C'est un vaste versant qui s'élève sur une pente douce vers l'ouest
et qui correspond aux terrasses hautes et basses de l'Allier. Et c'est un espace qui est non fortifié, donc c'est pour ça qu'il était moins lisible dans le paysage, et qui est sur une surface d'environ 28 hectares. Donc au nord-ouest, on a trouvé, donc il y a eu des fouilles programmées, dont Yann Deberge était responsable, et donc j'ai fait l'étude carpologique. Nord-ouest, on a trouvé donc c'était plutôt réservé aux domaines religieux et funéraires, et sud-est plutôt aux domaines domestiques et artisanaux. On a au niveau préventif, alors ça je sais pas si les Inrapiens, je pense que vous connaissez, donc juste à côté de l'Oppida, on a trouvé dans le cadre d'un diagnostic archéologique une sépulture d'hommes et de chevaux, donc qui était trouvée en amont de l'oppidum. Par contre, il n'y avait pas du tout de matériel dans cette sépulture. On a fait la datation sur les os. C'était très étonnant, hein, les hommes et les chevaux étaient enterrés, donc des cavaliers gaulois. Donc, il y a une étude archéozoologique très détaillée faite par Patrice Méniel et Sylvain Foucras. Donc, sur cette fouille programmée, on a un mobilier abondant de 120 000 artefacts, soit environ 4 tonnes de mobilier, donc ce qui est quand même beaucoup, qui était composé de céramique, d'amphores, de faunes, de quincailleries, de parures, de monnaies. Donc, cet oppida est occupé entre le 2e et le 3e quart du 1er siècle avant Jésus-Christ. Et en fait, on a démontré qu'il y avait une production potière, une manufacture d'objets en fer avec des scories. Donc vraiment, c'est un oppida artisanal. Et c'est pour ça qu'il est important, parce qu'il probablement il permettait de donner des objets aux autres oppidas, et notamment à Coran. Des scories, des chutes, on a trouvé des barres de fer, des blocs de tuyère, la métallurgie, des alliages cuivreux, des creusets, des moules, des chutes, de la tabletterie. Donc vraiment artisanat artisanat un peu de tout. Et on a trouvé aussi un grand fossé qui était probablement, alors là vous l'avez là, avec le profil actuel en haut à droite, et le profil initial, en fait, un grand fossé qu'on pense être une grande voie. Donc, voilà. Alors, pour les résultats carpologiques, eh bien, ils sont tout à fait différents des autres résultats merci beaucoup, de Coran et de Gergovie. En fait, on a beaucoup plus de millet. Le millet est prédominant en bleu, là, et l'orge. Donc, c'est les deux cultures prédominantes et principales, et avec, là pour le coup, beaucoup de restes analysés. J'ai plus de 520 nombre minimum d'individus, alors que dans les autres oppidas, nombre minimum d'individus cultivés, hein, parce que je ne mets pas les plantes sauvages avec. On a aussi une conservation par imbibition dans certains prélèvements, donc par l'eau, parce qu'il y a conservation par carbonisation et par imbibition. Ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'à Gergovie et Coran, c'est des conservations par carbonisation. Et donc, on a trouvé pas mal de plantes, de fruits cueillis, donc de la noisette, du sureau et de la framboise. Voilà. Donc, orge et millet commun sont les deux piliers de la consommation à Gondol, donc sur cet oppida artisanal. Alors, pour synthétiser un peu les résultats, donc on voit toujours cette histoire en boucle. Donc, ça commence par Olna, au 3e, donc en occupation en plaine, qui migre, donc les populations migrent vers Coran, et puis des contacts avec Gergovie et Gondol. Et ensuite, à la fin, donc après la conquête, donc à l'époque romaine, on a l'établissement de la ville antique à Clermont-Ferrand. Donc à Augusto Nemetum, plus exactement. Donc on voit que les assemblages sont assez proches, les assemblages carpologiques de graines et de fruits sont assez proches entre Gergovie et Coran. Lentilles, les blés amidonniers, blés en grains, un peu de millet, un peu d'orge. Donc, à Coran, on a un peu plus d'orge, un peu plus de millet, mais aussi toujours beaucoup de lentilles.
Et par contre, à Gondol, un assemblage tout à fait différent avec du millet et de l'orge qui sont prédominants dans le spectre. Voilà pour les oppidums. Du coup, je passe à la suite de la présentation. Alors là, c'est une présentation qu'on a publiée avec Yann Deberge et d'autres collègues archéologues et carpologues. Donc, il y a une publication qui date de 2015, donc qui est un peu ancienne. Et du coup, on est en train de reprendre à la lumière de ces nouveaux résultats. Mais je vous le présente quand même parce que c'est une publication qui est passée dans un papier international, parce que les résultats étaient vraiment intéressants et assez robustes, en fait. Donc, on a étudié 30 phases d'occupation, 145 échantillons, pour 23 579 restes carpologiques étudiés, et pour un volume de 1096 litres. Donc là, vous voyez tous les sites. Alors, c'est pas lisible, mais c'est juste la liste des sites et leur datation. Donc avec la chronologie, donc à gauche l'Athènes ancienne, à droite Jésus-Christ, donc la période romaine, et on voit la datation très 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 précise, donc qui est adossée à la chronotypologie des mobiliers du second âge du fer, donc à un PCR que dirigeaient Christine Joannet et Yann Deberge. Donc avec les résultats de chaque échantillon qui sont très bien datés à 25 ans près. Donc on voit vraiment les résultats archéobotaniques qui sont en continu sur 5 siècles avant la conquête romaine, ce qui nous permet d'établir un schéma. Parce qu'on a vraiment des résultats robustes. C'est pour ça qu'on a pu le publier dans une revue internationale. Alors, l'évolution de l'alimentation, donc on voit qu'on a... alors, vous m'excusez, il y a quelques diapos qui sont en anglais parce que c'est pris, j'ai pris les figures issues de la publication. Donc, on a toujours la céréaliculture avec de l'épeautre, de l'engrain. Alors, l'engrain, c'est le petit épeautre. C'est avec ça qu'on fait le pain de petit épeautre. L'amidonnier, le froment. Donc, c'est avec le froment qu'on peut, le blé nu, qui a un fort taux de gluten, qu'on peut faire du pain blanc, de bon pain blanc. Des millets, les millets d'Italie, millets communs, le seigle, un peu d'orge nue, beaucoup d'orge vêtue et de l'avoine. Et chez les légumineuses, on a de la vesse, de la fève et des légumineuses de fourrage aussi, comme l'herse, les gesses, donc pour les animaux. Et on a aussi du petit pois, du pisum, de la lentille. Donc bon, voilà, vous voyez ce que mangeaient les Gaulois. Alors c'est beaucoup moins diversifié que maintenant, mais une petite salade de lentilles, c'était pas mal avec un peu de pain. Donc, du coup, tout ça m'a permis nous a permis, donc avec Yann, de faire une synthèse au cours de l'Athènes. Alors, vous voyez en bas, c'est les résultats de l'Athènes ancienne, donc moins 500 et en haut, donc ça, faut le lire comme une stratigraphie en fait, hein, ce schéma. Donc, on a l'Athènes ancienne en bas et en haut l'Athènes récente, l'Athènes D. Et là, on voit toutes les espèces de céréales sous forme de grains et sous forme d'enveloppes de grains dans tous les sites. Et on voit qu'on a donc de l'Athènes ancienne à l'Athènes CA une diversité de céréales très importante. Il y a vraiment une grosse polyculture. Ils cultivaient toutes les céréales possibles existantes depuis le néolithique. Et qu'on voit qu'à l'Athènes CA, il y a une raréfaction des types de céréales dans la diversité. Alors, je vais vous le représenter autrement. Donc, c'est un autre schéma qui permet, que j'ai piqué aux paléontologues en fait, hein, un schéma qui permet de voir l'évolution dans les taxons. Et on voit qu'on a une chute dans la diversité, dans la courbe de diversité en bleu, là. On voit une chute, mais vraiment très marquée à l'Athènes C1, donc 200-250, dans les types de cultures. Aussi bien sur les céréales, donc les grains de céréales, les restes de grains retrouvés, que sur les restes carpologiques d'enveloppes de grains. On voit au même moment une chute très importante à l'Athènes C1. Donc il y a une rupture dans la façon de produire ces céréales. Et c'est exactement la même chose pour les légumineuses. On a la même rupture au même moment à l'Athènes C1. Donc, sachant qu'on a 30 sites étudiés,
plus de 160 échantillons, donc ça va, c'était assez robuste. Donc, notre courbe de diversité montre, aussi bien pour les céréales que pour les légumineuses, une chute importante à la TNC1. Et par contre, les fruits, à partir de la TNC1, augmentent plus. On a une petite augmentation de fruits. Enfin, voilà, vous voyez, la courbe, elle augmente. Et vous voyez bien le diagramme, là, hein, donc de la TN ancienne à la TN D2, vous voyez bien qu'il y a une augmentation des types de fruits plus importants. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, ça, je vais vous dire après. Au niveau du paysage, donc ça, c'est les restes de plantes sauvages qu'on a identifiés donc, tout au cours de la TN. Alors, en bas, c'est la TN ancienne, en haut, la TN récente, toujours à lire comme une stratigraphie. Et donc, on voit qu'on a tout au long de la chronologie de la période gauloise, aussi bien dans les fermes que dans les agglomérations que dans les oppidas, on a une prédominance des plantes adventices, des plantes messicoles, des plantes compagnes des cultures d'hiver et d'été, donc des céréales. On a un petit peu de friche en violet, un petit peu de pelouse en vert et un petit peu d'espace humide, donc d'endroits plus humides en bleu. Donc voilà. Donc après, il n'y a pas de schéma là qui se dessine pour les plantes sauvages, mais ça donne quand même une idée de la structure du paysage. On voit qu'on a un paysage très ouvert, avec très peu de forêt, parce que la forêt, c'est en marron. Vous voyez, c'est quasiment inexistant. Donc des champs à perte de vue et évidemment un petit peu de friche, un petit peu de pâturage aussi. Donc voilà. Alors, pour synthétiser tout ça, on a émis l'hypothèse, eu égard au perfectionnement des outillages agricoles à partir de la TNC1 et eu égard aux données archéologiques. Donc, on a confronté les données archéologiques et carpologiques. On voit qu'on va vers un modèle de spécialisation de l'agriculture pile à partir du IIe siècle avant Jésus-Christ. Donc, avec une diminution drastique des types de céréales, une diminution des types de légumineuses et une augmentation des fruits. Donc, un modèle de spécialisation de l'agriculture, c'est-à-dire au début du deuxième âge du fer, à la TN ancienne, on a de l'orge vêtue, du blé nu, de la lentille, du pois, de la vesse, donc culture, de céréales et légumineuses sont très bien diversifiées. On a des adventices de culture d'hiver, des friches, des prairies, des pâtures. On appelle ça, dans notre jargon, des cultures intensives. Mais en fait, ce n'est pas intensif au sens actuel du terme. C'est vraiment des cultures très diversifiées. Et après, au milieu de la TN, donc à la TNC, on a de l'orge vêtue, de l'amidonnier, de la lentille, de la veste commune et un début de spécialisation. Et enfin, à la période qui nous intéresse, la période d'occupation des oppidas, on va vers une monoculture et une spécialisation de la production végétale, avec moins de types de céréales et de légumineuses, plus de fruits, plus de jardins, et on a des adventices, beaucoup plus adventices de culture de printemps aussi, et donc on va vers des cultures extensives, et donc une production plus importante probablement de la culture céréalière qui pouvait permettre, en plaine, d'approvisionner la ville de Coran et les autres oppidas. Donc, la TN ancienne, c'est moins 500 avant Jésus-Christ. Et la TN D, donc la TN D2B, c'est 50 à 0. Vous voyez. Et la TN C, c'est vraiment au milieu. Donc, où il y a la période de rupture, que j'expliquais tout à l'heure dans la spécialisation. Donc, on est à moins 300, moins 250. Voilà. Voilà la chronologie. En fait, c'est tout simple. Et donc, c'est vraiment l'époque gauloise, tout simplement. Deuxième âge du fer, époque gauloise. Tout ça, c'est des synonymes un peu. C'est histoire de pas dire toujours les mêmes mots. J'aimerais faire un point de conclusion sur l'histoire de Gergovie et des gergoviotes. Donc, il y a une exposition là cette année, en 2024, sur les gergoviotes des étudiants en résistance. Et en fait, c'était l'université de Strasbourg, pendant la guerre, je pense que vous le savez, qui s'était repliée à l'université de Clermont-Ferrand. Si on est à Strasbourg, donc je voulais quand même, on parle de Gergovie,
Donc les professeurs et leurs étudiants sont venus pendant quelques années à Clermont-Ferrand, en zone libre du coup, pour se protéger et voilà. Et il y avait donc les étudiants étaient appelés au service du travail obligatoire l'été. Enfin, ils étaient appelés, ils pouvaient être appelés. Et donc, du coup, les professeurs avaient trouvé comme moyen de protéger leurs étudiants, de les mettre sur une fouille programmée à Gergovie tous les étés, donc pendant plusieurs années. De 1940 à 1951, elle a duré la fouille. Et les étudiants, donc qui étaient des étudiants, il y avait en archéologie, en ethnologie, en philosophie, en mathématiques, en chimie, tous les étudiants de l'université de Strasbourg se regroupaient tous les étés à Gergovie, ce qui permettait qu'ils ne soient pas appelés au service du travail obligatoire et qui pouvaient après continuer leurs études à l'université de Clermont du coup, même s'ils étaient université de... voilà, donc il y a eu des célébrations cette année entre l'université de Strasbourg et l'université de Clermont-Ferrand autour de ça. Donc je vous invite à écouter un podcast qui est sur France Culture, là, Gergovie, une affaire de résistance, qui est encore disponible en ligne. Hein. Et donc on en a fait les collègues de la MSH et du musée de Gergovie. Oui, c'est ça, du musée de Gergovie. On fait une exposition, on fait un gros travail d'archives. Ils ont remonté toute la vie de ces Gergoviotes parce qu'ils se nommaient eux-mêmes les Gergoviotes. Et donc voilà, c'était des étudiants en résistance. En fait, il y en a quand même pas mal vers la fin de la guerre qui ont été arrêtés. Mais bon, voilà. Donc on a beaucoup d'archives. On a la maison des étudiants, la maison d'archéologie, parce qu'il y a eu une maison qui a été créée pour les étudiants, une maison de fouille, hein, de fouilleurs, liée à la fouille de Gergovie. Voilà. Donc c'était les professeurs, comme les secrétaires, parce qu'il y avait aussi les secrétaires d'université qui avaient immigré à Clermont-Ferrand. Voilà.